Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle la présence en kiosque du dernier numéro de notre magazine, L'enfance de tous les dangers, consacré aux menaces qui pèsent sur nos chères têtes blondes, l'ultraviolence, les sectes, le wokisme, une éducation nationale déstructurée. Ce magazine, comme tous les magazines d'Omerta, vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique en ligne d'Omerta, dont le lien est en description de cette vidéo. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker, de partager cet entretien. Pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Oudiakova. Bonjour. Bonjour. Qui est cofondatrice de Tocsin, la matinale sur Internet qu'on connaît bien chez Omerta. Et qui fait partie de cette sphère de médias, un peu de réinformation, qui vient combler les manques, pour le dire de manière assez soft. Oui, c'est gentiment dit. Les manques des médias mainstream. Et donc, Tocsin, c'est bientôt 1 an. Donc, l'occasion pour nous de faire un point avec toi. Tu nous expliques ce projet. Mais avant que tu nous expliques ce projet, on se demande souvent qui est Clémence Oudiakova, puisque tu es connue du grand public. Avant de fonder Tocsin, tu as fondé Ligne Droite sur Radio Courtoisie. Et puis avant ça, tu as travaillé aux côtés d'André Berkoff sur Sud Radio. Mais on ne sait pas encore bien comment est-ce que tu en es venu au journalisme, d'où t'es venu cet intérêt pour la réinformation, pour des sujets d'actualité sensible, voire ultra sensible. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours et d'où tu viens ? Oui, alors j'espère que vous avez 3 heures devant vous et un divan en fait, hein, c'est pas les fauteuils qu'il faudrait. Un divan rouge. C'est exactement, il nous faut le divan. Oui, alors c'est complètement par hasard que je suis tombée dans le journalisme, dans la marmite du journalisme. Je pense que c'est pareil pour vous, Charles, non, je sais pas. Moi, c'est bon. Je me suis un peu renseignée sur vous d'ailleurs et je crois même qu'on est passé par les mêmes facs. Donc j'ai commencé à faire du droit, en fait, moi, rien à voir avec le schmilblick du journalisme. J'ai commencé à faire du droit et du droit international. C'était complètement con de faire du droit international, d'ailleurs je le dis pour ceux qui font du droit, parce qu'en fait c'est pas des vraies spécialités, c'est pour savoir, le droit international ça sert à savoir sur quel droit on retombe dans quel pays. Bon. Mais moi ce qui m'intéressait en fait c'était le mot international et je voulais travailler à l'international. Donc après j'ai fait un Erasmus, je suis partie dans les pays d'Europe de l'Est, en République tchèque, j'ai étudié particulièrement le droit des ex-pays du RSS. Et comment ils ont évolué depuis la chute de l'URSS. Tout ça m'intéressait en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ces pays, de voyager, pourquoi pas, dans ces pays. Ce que j'ai fait par la suite. Donc j'ai fini mon Master 2 de droit à Paris 2, avec une spécialité en droit international comparé. Donc ça, c'était assez intéressant quand même, il faut le dire. Et après, je suis partie aux langues orientales, donc l'INALCO. C'est souvent la voie, on va dire, une des voies en tout cas pour faire le Quai d'Orsay ou travailler dans la diplomatie. Et c'était une des voies que j'osais imaginer, sauf que je me suis arrêtée un peu en cours de route, puisque je commençais les langues zo, j'ai fait 2 ans, et donc avec l'ère de la Russie pour moi, je m'étais spécialisée sur la Russie et les langues autour de la Russie, la civilisation russe. Et là, j'ai rencontré mon mari qui est russe lui-même. Aïe, ça fait mal, qui est russe lui-même et qui, lui, est très passionné par la France et l'histoire médiévale française et qui faisait une thèse en France, alors que moi, je partais en Russie pour travailler en Russie. Donc, en fait, nos chemins se croisent, mais n'allaient pas dans la même direction. Et c'est un peu moi qui ai donc dû revoir un peu mon parcours pour rester avec mon futur mari, qui, lui, avait une trajectoire assez ciblée sur la France et sur le fait qu'il devait finir une thèse en France. Donc, finalement, j'ai revu ce que je voulais faire. J'avais eu quelques expériences en Russie. Et j'étais en train de travailler pour le ministère de l'Agriculture, notamment français, qui m'avait donné une mission de quelques mois sur place à Tambov. Bref, donc j'avais quelque chose qui commençait à se goupiller du côté de la Russie. Puis finalement, j'ai tout revu pour aller m'installer et travailler en France. Et c'est là où j'ai eu un peu un vide, où il a fallu que je me réinvente, en fait, d'une certaine façon. Et c'est dans ce vide, souvent, on dit qu'il faut laisser les enfants dans le vide parfois pour avoir de l'imagination. Moi, c'est dans ce vide-là que j'ai rebondi, que je suis peut-être allée au plus profond de moi-même, c'est-à-dire ce que je voulais faire au fond, mais que je m'étais toujours refusée de faire parce qu'on m'avait dit que le droit, c'était la bonne voie. Donc, je suis retombée dans les pattes du journalisme. Voilà.
Et comment? Parce que mon père, à un moment donné, a vu une journaliste sur BFM tendre un micro et passer, en fait, comme elle était un peu petite, elle passait sous les fils et tout ça, et elle tendait son micro. Et donc, comme je ne suis pas très grande, vous l'aurez remarqué, il s'est dit, tiens, il y a un truc. Et il m'a dit, si tu essayais. Donc, j'ai essayé, je suis rentrée dans une école en contrat pro, parce que j'avais déjà fait pas mal d'études et il était quand même temps de travailler. Donc, j'ai fait un contrat pro dans une école très mainstream, comme on dit, pour en reparler. Et j'ai commencé avec Elisabeth Lévy à Causeur. Ça aussi, c'était un hasard, hein, c'était absolument pas ciblé. Même si je connaissais bien Elisabeth, mais pas tant pour Causeur que pour, à l'époque, ses interventions à la radio que j'appréciais, avec une voix et un ton différents. Et puis, voilà. Puis après, la boule de neige s'est transformée et a commencé à gonfler. Et je suis arrivée à Sud Radio, puis ensuite, la matinale de Radio Courtoisie, puis Tocsin, l'aventure Tocsin. Et tu es passé avec Tocsin, c'est quand même d'une certaine manière une rupture, puisque tu passes d'un statut de journaliste au statut de journaliste entrepreneur. Ça, ouais. C'est aussi une nouvelle aventure. Alors, la première aventure, en fait, je n'ai pas arrêté de faire des ruptures. La première, c'était de la presse écrite. J'avais une formation presse écrite et je me voyais plutôt faire de la presse écrite avec le magazine Causeur, où je n'ai pas particulièrement brillé. Je pense que j'apprenais et il aurait fallu que je... Enfin voilà, on est encore jeune. En tout cas, moi, j'étais encore jeune dans ma tête à ce moment-là. Au moment où je suis arrivée à la radio, à Sud Radio, où là, déjà, on m'a basculé comme ça d'un seul coup au micro sans que j'ai aucune formation pour le coup radio. Et d'ailleurs, mes premières prestations sont assez pitoyables, il faut le dire. Donc, j'ai été balancée là-dedans. Donc, c'était déjà une première rupture, plus un changement de mentalité, une autre ambiance. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire encore une autre rupture, quitter pour aller à Radio Courtoisie. Et là, pour moi, c'est la plus grosse rupture, en fait. La plus grosse, elle est là, parce que je décide de quitter le terrain. Alors, même si Sud Radio était déjà par moment, oh là là, non, mais moi, je ne vais pas chez André Berkoff, c'est pas assez propre pour moi. Et moi, je me chargeais notamment de sa programmation. Il avait déjà des refus, hein. Mais là, je suis passée dans un truc où c'était plus que des refus. Là. Je me bouche le nez et je mets un masque à gaz. Radio Courtoisie, au moment où j'y suis allée, personne ne voulait y aller, même le Rassemblement national. Hein. Enfin, surtout le Rassemblement national, je dirais. Et c'était vraiment la maison hantée. Bon, maintenant, en disant qu'on a déblayé certaines parties de la maison. D'accord. Et alors, pourquoi avoir cofondé Tocsin? Quelle idée derrière? Vous êtes sur un créneau de matinale, oui. Efficace, puisque vous aurez atteint les 200 000 abonnés YouTube dans 2-3 semaines, oui. Enfin rapidement. Mais quel est le projet derrière Tocsin? Alors d'abord, il y a une rencontre avec Guy qui fait que moi j'étais en congé maternité pendant la fin de mon expérience à Radio Courtoisie. Guy de Lafortelle. Avec Guy de Lafortelle, pardon. Oui, tout à fait. Et j'aurais pas forcément imaginé ça. C'est une espèce de petite création ad hoc, hybride, à partir d'une idée. Et de se dire, en fait, on peut refaire une matinale un peu n'importe comment aujourd'hui grâce au numérique. On va revenir, je pense, sur ce côté un peu hybride de notre matinale, qui ressemble un peu à une matinale radio, mais qui en même temps n'est pas à la radio, mais que sur le numérique. Et visiblement, ce rendez-vous fonctionne. Mais avant ça, comment on est arrivé à cette idée? Moi, j'avais rencontré des limites à Radio Courtoisie, que j'ai pu partager avec le patron de Radio Courtoisie à un moment donné. Et puis des envies aussi de développement, de reconnaissance, etc., qui n'ont pas forcément été entendues au moment où j'ai souhaité, moi, en parler. Et donc, pour moi, était venue l'idée qu'il fallait que je quitte cette maison. Et j'en avais parlé avec Guy, qui était l'un de mes chroniqueurs. Et lui m'a dit, mais tu sais, en fait, demain, on peut recréer une matinale tous les deux, à partir de rien. Et d'ailleurs, avec pas grand-chose, c'était un peu son défi à lui, avec pas grand-chose en termes de mise de départ. Donc, c'est Guy qui a fait la mise de départ. Moi, je m'étais dit, mais comment on peut faire? Je ne vois pas comment on peut faire un média avec pas grand-chose. Enfin, je vois aujourd'hui comme les médias coûtent, vous le savez aussi bien que moi. C'est compliqué. Et en fait, le défi était là. C'est-à-dire on avait une toute petite mise de départ et se dire, si ça fonctionne, on va pouvoir demander aux auditeurs de nous aider, de nous soutenir, et donc on va pouvoir tenir la route. Et moi, je disais, oui, mais on ne peut pas passer notre temps à demander, et je ne vois pas comment on peut être rentable. Et bien, en fait, à partir du mois de février, pour cette saison, alors on est une toute petite équipe avec des moyens, on va dire, très limités, mais au moins, à partir de février, on a été rentable. Donc, il y avait quand même un pari fou auquel je n'avais pas cru sur cette partie financière. Moi, j'avais cru au pari éditorial,
et pas aux paris financiers. Bon, Guy a rempli sa partie financière et moi la partie éditoriale. Et donc Tocsin, c'est une matinale. Est-ce que tu peux en dire plus pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, oui, vous traitez de quel sujet? Comment est-ce que c'est structuré? Quel est le concept? Alors, on est une matinale d'actualité généraliste, hein, c'est comme ça que je nous présente en général, donc jusqu'à là, on se dit tout va bien, très fréquentable. Et puis, sauf qu'on essaie de le traiter avec des angles et des analyses peut-être un petit peu différentes de ce qu'on peut entendre ailleurs. On essaye aussi de faire appel à des gens différents qu'on n'entend pas forcément. Quand je dis ailleurs, je ne parle pas d'Omerta, mais je parle évidemment des médias mainstream, des grands médias, des grands plateaux qui ont toujours leurs habituels chroniqueurs qui reviennent. Alors nous aussi, on a une famille de chroniqueurs, mais qui sont soit drôles, soit pertinents, soit différents. Et en fait, aujourd'hui, on cherche la différence. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit sur les grands plateaux est mauvais, mais on cherche aussi à avoir d'autres sons de cloche pour mieux comprendre. C'est toujours plus intéressant pour mieux comprendre un discours. Je ne sais pas, je donne un hasard, le discours de Vladimir Poutine, c'est plus intéressant de l'entendre et d'entendre celui qui était en face, Joe Biden, que d'entendre que Joe Biden. Voilà. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur la scène internationale. Bon, nous, c'est un peu pareil avec nos chroniqueurs. On essaye juste d'avoir des sons différents et tout ça pris ensemble, ça donne vraiment la vision complète de l'actualité. Tu traites, quelles sont les thématiques qui vous tiennent particulièrement à cœur chez Tocsin? Alors, on est une matinale d'actualité, donc on ne s'interdit aucun sujet. On peut prendre, et d'ailleurs, ça va plus loin que ça, je cherche à avoir des sujets qui ne sont pas des sujets attendus, qui ne seraient pas... Je ne veux pas qu'on s'arrête qu'à nos spécialités, entre guillemets. Je veux vraiment qu'on donne la parole à tout le monde et que s'il y a quelque chose, une petite musique, une petite sonnerie, une petite alerte qui sonne quelque part, il faut qu'on puisse l'entendre. Ce qui fait qu'il faut vraiment qu'on soit capable de tendre la main à n'importe quel sujet. Et c'est pour ça aussi que je le rappelle d'ailleurs. Mais le mail contact Tocsin, pour justement, on a reçu quelqu'un, d'ailleurs c'était notre dernier gros invité de la saison. C'était un citoyen qui était, entre guillemets, persécuté, qui a perdu son permis de conduire, qui a perdu son permis de chasser, qui a perdu son travail parce que c'était un gilet jaune, puis le Covid. Bref, ces alertes-là aussi, il faut les entendre parce que pour moi, toutes ces choses-là vont dans le même sens et veulent dire à peu près la même chose. C'est ça qui est intéressant. Donc on n'a pas des sujets de prédilection. Après, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, et c'est là où je pense qu'on a un intérêt comme Omerta, c'est de se dire que tout ça est relié et c'est de décider de trouver le fil rouge qui relie tout ça, le fil d'Ariane. Et moi, je pense que dans les Gilets jaunes, donc, j'ai commencé à travailler avec André Berkoff à l'époque, le Covid, la gestion du Covid, la guerre en Ukraine, le grand déclassement des Français aujourd'hui jusqu'à la dissolution d'Emmanuel Macron, je pense que tout ça, finalement, il y a un fil derrière. Il y a un fil, en tout cas dans la compréhension de ce monde-là et dans la façon dont c'est traité par les médias et par l'élite, entre guillemets. Oui, effectivement, tu as traité de sujets quand même assez chauds, y compris d'ailleurs la polémique sur Jean-Michel Trogneux. Oui, on peut en parler. Beaucoup le Covid, beaucoup les gilets jaunes. Donc tu vas sur les sujets que même, y compris des médias non mainstream, ont un peu peur de traiter. Et puis tu as des invités aussi qui parfois peuvent créer des polémiques. Je pense notamment à Dieudonné. Est-ce que de l'avoir invité sur ton plateau, ça a créé des turbulences? Tu as dû faire face à des difficultés particulières ou c'est passé Alors, crème. D'abord, je vais répondre sur Jean-Michel Trogneux. On n'a pas traité... En fait, on a fait des pas de côté. C'est-à-dire qu'on a traité ce qui se passait juridiquement, le procès, pour voir en fait que tous les médias parlaient de rumeurs transphobes, de petits points, le procès de la honte ou je ne sais pas quoi. Bon, mais en fait, ce n'était pas ça. Le procès, ce n'était pas sur les rumeurs. Donc nous, on a juste rétabli la vérité juridique sur ce qui se passait en ce moment. Brigitte Macron n'a pas parlé de rumeurs transphobes dans ses attaques contre les deux filles, Natacha Ray et je sais pas quoi, les deux filles qui ont lancé la fameuse vidéo. Elle n'attaque pas sur ces questions-là. Donc c'était intéressant seulement de remettre la vérité et d'expliquer pourquoi. Donc voilà, ça c'est juste le point. On essaye de rester, de s'appuyer sur des bases qui sont concrètes et sur lesquelles on ne peut pas nous reprendre. Après, on en déduit ce qu'on veut, c'est pas mon terrain.
Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des fautes qui sont faites par les médias aujourd'hui dans le traitement de cette Absolument. affaire. Voilà. Donc, mais on a tenté de rester carré et surtout le plus rationnel et sérieux possible. C'est quand même aussi, justement, il y a aussi des personnes que je vais refuser d'inviter, soit parce que je ne maîtrise pas le sujet et que je ne suis pas capable de les affronter, soit parce que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments sérieux sur lesquels s'appuyer. Là, il se trouve qu'on s'appuyait sur le... Enfin, je parle de la dernière intervention, puis encore avant, on parlait de traitement médiatique, donc c'était encore autre chose. On disait, voilà comment c'est repris maintenant aux États-Unis. Et il faut savoir que l'affaire, d'ailleurs en Russie aussi, dans plein d'autres pays aussi, l'affaire Brigitte Trogneux, on va dire, est super reprise dans plein de pays. Bon, nous, on n'en parle pas parce qu'il y a une omerta, que tous les médias ont peur d'en parler chez nous. Mais il faut savoir qu'à l'international, c'est repris. Donc voilà, donc ça, on faisait ce traitement-là, c'est-à-dire de dire qu'à l'international, c'était repris. Ce n'est pas pour dire que ce qui est fait ici est vrai ou pas vrai, c'est bien ou pas bien. Juste, admettons le fait que ça existe, enfin, l'affaire existe, elle fait parler d'elle. Donc voilà, donc c'était ça. Donc je tourne la page Jean-Michel Trogneux. On arrive à Dieudonné. Alors Dieudonné, pour vous dire, évidemment, je me suis posé la question. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Dans les plus, j'avais beaucoup de personnes. Je ne fais pas partie d'ailleurs des fans de Dieudonné, je ne le suivais pas particulièrement, mais il y en a beaucoup qui me disent c'est un grand artiste. Je parle de l'artiste là. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle. D'ailleurs, même aujourd'hui dans les journalistes de gauche connus, etc., tout le monde dit, il y en a beaucoup qui disent, ou les humoristes aujourd'hui connus, il y en a beaucoup qui disent notre maître. En tout cas, ce fut Dieudonné. Alors après, il y en a qui disent c'est encore lui, mais il a été écarté pour de bonnes raisons. Mais en tout cas, Dieudonné reste une référence pour eux en termes d'humour. Donc la question, c'était ça. Est-ce qu'on peut mettre de côté peut-être le maître de l'humour de la génération au nom on va dire, de mauvaises pensées qu'il aurait proférées et pour lesquelles il a payé. Il a payé, mais il a déjà eu ses procès. Bon, je pense qu'il y a Jérôme Cahuzac qui s'est présenté aux législatives. Pour autant, voilà, bon, bah, il n'a pas d'ailleurs été réélu. C'est le cas de Dieudonné aussi d'ailleurs. Mais il a le droit de revenir sur la scène publique, on ne lui a pas reproché. Dieudonné, il est aujourd'hui banni de la scène publique pour des choses qu'il a faites et qu'il a payées. Alors après, on ne va pas aller faire son procès moral. D'abord, bon, en pensée, on n'a pas le droit de juger les pensées normalement. Bon. Et pour ce qu'il a dit, au fait, il a été plus que sanctionné, parce qu'il y a quand même une jurisprudence aujourd'hui, je crois qu'on est revenu dessus, mais qui fait qu'avant même d'avoir un spectacle, il peut être interdit à l'avance, alors que normalement, trouble à l'ordre public, on ne peut pas être interdit a priori, mais toujours a posteriori. Donc on a quand même une jurisprudence spéciale contre Dieudonné. Donc nous, on s'intéressait encore une fois à tout ça, c'est-à-dire la liberté d'expression, jusqu'où elle va, l'humour, jusqu'où il va. Et juridiquement, finalement, est-ce qu'on est au point, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on est en train de faire pour Dieudonné ? Voilà toutes les questions qui se posaient et interview qu'on a faite avec d'ailleurs Régis de Castelnau qui est avocat et qui nous permettait d'avoir cet angle-là. Donc on a décidé, au final, en réfléchissant bien, de faire cette interview, mais toujours avec cette structure aussi, on a tenté de rester équilibré, rationnel et juridique aussi. Alors et on n'a pas eu de problème, non, pour répondre. Il n'y a pas eu de problème particulier Bah non, on n'a pas eu de... Je m'attendais, vraiment, je me suis dit, c'est la fin de Tocsin. La veille, on s'est pris un verre avec l'équipe en disant, bon, bah, goodbye Tocsin. Il n'y a pas eu d'avertissement de YouTube ou de... Alors, pas pour cette émission-là. Franchement, non, j'étais presque étonnée. Alors, c'est vrai qu'on était tout petits, on est tout petits encore. Donc pas d'article dans Libération, dans Télérama? Pas encore, non. Peut-être qu'on est trop petits ou je ne sais pas. Je pense qu'on est trop petits. On n'est pas encore assez gros pour les intéresser. Tant mieux pour le moment. De toute façon, le jour où ils voudront nous allumer, mais alors là, c'est un bouquet, quoi. Ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. De toute façon, rien ne leur plaît. Mais c'est là où on arrive à la solution. Est-ce qu'il faut tenter de rester... on va dire propre sur son mainstream pour pouvoir costume mainstream pour pouvoir leur plaire au moment où ils vont commencer à nous regarder? Bien sûr que non, parce que sinon on fait plus rien. Et moi, c'est pas mon objectif. En plus, on a décidé de prendre cette voie, cette tangente. C'est pas pour leur plaire tous les jours en disant oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire. Oui, puis au Tocsin, c'est un peu comme Omerta. On n'a pas le public de Libération ou de Télérama, quoi. Oui, mais de toute façon, Libération et Télérama n'ont pas de public. Donc... Ils ont des subventions. Oui, ils ont des subventions, mais pas de public. Donc c'est aussi simple que ça. Nous, on a le public, eux, ils ont les subventions. Bon, ceci étant, dans le paysage médiatique, tu as suivi les démarches de l'Arcom, qui est l'autorité qui régule les médias, notamment télévisés, et l'audition du
de la direction de CNews et de certains animateurs comme Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu as pensé de cette... a posteriori, quel regard portes-tu sur cette initiative de l'Arcom ? Alors, donc là, l'Arcom, la semaine dernière, mais ça avait déjà commencé avant, mais la semaine dernière, 80 000 € d'amende contre CNews. Et C8 puni et obligé de ne passer plus qu'en différé, en gros, en tout cas Cyril Hanouna, en différé pour l'année prochaine, sachant qu'Hanouna, ce qui fait le propre d'Hanouna, c'est son direct. Donc évidemment, on voit bien qu'ici, ils sont tués en plein dans le mille, je veux dire, ils ont visé. Alors il se trouve que pour CNews, la condamnation, ça reposait sur une phrase qui disait « l'immigration tue ». Et l'autre, c'était sur le réchauffement climatique. Donc on voit bien, en tout cas l'immigration tue, c'est aussi un des sujets forts de CNews. Donc là, en fait, ils sont un peu attaqués sur leur direct pour Hanouna qui fait son fort, sur leur ligne éditoriale pour CNews. Donc évidemment, on voit bien que là, ils sont mis en danger direct. Mon analyse, c'est que... Alors ce que je sais en plus, c'est que pourtant là, ils faisaient super attention, beaucoup plus qu'avant CNews, parce qu'ils savaient qu'il y avait cette réattribution des chaînes de la TNT. Ils savent qu'ils sont aujourd'hui en danger. On sait qu'il va y avoir une chaîne de la TNT qui va être coupée et qu'a priori, les chaînes Bolloré sont évidemment très en danger. Pourquoi ? Parce qu'elles disent des choses que d'autres ne disent pas. Elles ne vont pas jusqu'à notre discours libre, mais il y a quand même des éléments, notamment tout ce qui est la partie... qui se réclament d'une identité forte française ou d'une immigration illégale dangereuse. Toute cette partie-là qui jusqu'à maintenant n'était abordée par personne. CNews là-dessus a apporté un nouveau souffle. Je ne dis pas que je suis alignée avec tout ce que fait CNews, hein. Mais il faut leur reconnaître cette force-là. Et d'ailleurs, je sais qu'après, BFM a commencé à leur courir après sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on a donné aux programmateurs de CNews le blanc-seing pour qu'ils commencent à taper sur ces questions d'immigration, parce qu'avant, ils ne le faisaient pas. Parce que CNews a fait un appel d'air, en fait. Donc oui, là, ce qu'on voit, c'est que l'Arcom, soi-disant organisme indépendant nommé par Emmanuel Macron, quand même, hein, président de l'Arcom, comme par hasard, a décidé ici de cibler les médias qui les dérangeaient. Ce que ça veut dire pour nous, ça veut dire que, déjà, ça veut dire que Bolloré peut se faire du souci, même s'il a des ressources, hein, donc il va pouvoir rebondir. Ils ont prévu le coup, ça fait depuis longtemps qu'ils réfléchissent. Ils savent très bien, on a vu la commission d'enquête sur les TNT aussi, qu'ils étaient très allumés, notamment par les députés LFI. Donc là, on voit bien que ces chaînes-là, le groupe Bolloré en général a de l'inquiétude à avoir sur la suite d'une de ces chaînes, que ce n'est pas fini, qu'à mon avis, ils vont utiliser toute l'artillerie qu'ils ont contre cette chaîne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'a priori, on a fait plutôt le bon choix en étant là où on est. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, à mon avis, l'Arcom, pour le moment, je dis bien, mais après on va parler des autres ressources qu'ils vont avoir contre nous et qui existent déjà d'ailleurs, l'Arcom ne va pas pouvoir nous dézinguer. Ils peuvent sanctionner, couper des chaînes, mais c'est des fréquences. Nous, on n'a pas de fréquence. Donc on est déjà comme ça, on est déjà trop petit, on n'a pas de fréquence. Donc aujourd'hui, finalement, et moi je vois bien, c'est pareil pour Sud Radio, ils se sont fait pareil, condamner récemment, c'était André Berkoff, sur une histoire de réchauffement climatique aussi. Il y a des discours qui sont interdits. Si on est hors discours, on se fait sanctionner, on peut perdre sa chaîne. Et ils sont tous comme ça, là. Ils sont tous stressés. Moi, je le sais, j'ai des retours de Sud Radio en interne, j'ai des retours de Radio Courtoisie d'ailleurs, j'ai des retours du groupe Bolloré. Ils sont tous comme ça. À un moment donné, on sait tous que l'Arcom peut couper, l'Arcom peut sanctionner, et ce serait trop terrible, donc il vaut mieux lisser un peu. Donc on en est là. Donc tout le monde est obligé de lisser de son discours, mais je comprends en même temps la réaction. Parce que sinon, vous perdez vos fréquences. Alors là, c'est vraiment un choix à faire. Nous, au moins, on s'est mis dans la position de ne pas avoir à réfléchir à ça, de ne pas avoir de choix à faire, et finalement, on est nous-mêmes jusqu'au bout. Et peut-être qu'un jour, nous, on se fera couper, mais d'une autre façon. Et je crois que c'est la suite de la question, plus ou moins. Ce ne sera pas l'arbitre Arcom, mais on a déjà vu. Il y a RT qui s'est fait fermer, personne n'a réagi d'ailleurs, enfin pas grand monde. Il y a Viginum qui ferme des médias. Il y a des lois sur, que ce soit... le Covid, etc., qui vont être passés pour dire vous n'êtes pas scientifique, donc vous n'avez plus le droit à la parole. Donc on voit bien que de toute façon, il y a toutes ces manières-là qui sont en train de se développer, un peu parallèles. Et puis au niveau européen, n'en parlons pas avec Thierry Breton, un peu parallèles pour nous empêcher de parler et de dire les choses. Mais ce ne sera pas par l'Arcom, ce sera des biais. Et s'il faut, nous, en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est de se dire on continuera de dire ce qu'on a à dire. On ne le dira peut-être pas sur la même plateforme, c'est tout. Mais on le dira. Toi, donc,
tu constates quand même, tu sens une pression de l'Arcom, de l'exécutif pour un petit peu réguler ce qui se dit. Alors, On vient de parler de CNews, ouais. de C8, mais tu penses que ça pourrait aussi, à un moment donné, de la fermeture d'RT, de la fermeture de Sputnik aussi, pour faire une petite digression sur la Russie, qui d'ailleurs vient de sanctionner des chaînes, une quinzaine, je crois, de chaînes européennes. Oui, mais là, c'est intéressant. LCI. Et CNews, d'ailleurs. Et CNews. Tu penses que cette censure, cette guerre un peu médiatique, elle pourrait se déporter aussi sur Internet ? Ah oui, j'en suis sûre. Enfin, en fait, elle a même commencé sur Internet. D'abord, elle ne fait pas autant de bruit parce que justement, tout le monde s'en fout et même elle est d'accord pour qu'on puisse fermer nos médias. C'est ce que je disais. RT, personne n'a réagi, à part quelques-uns, dont j'imagine vous faites partie et dont on fait partie. Mais RT, personne n'a réagi. En fait, c'est ça le problème, c'est que tant qu'on n'est pas concerné, ça me fait penser à Guillaume Meurice, qui est là, alerte à la censure. Le type, il n'a pas arrêté de se foutre de la gueule et de dire censurez-les, censurez-la, ces gens sont indignes. Mais à un moment donné, la censure se retourne contre vous. C'est ce que n'ont pas compris les gens dans un système plus ou moins totalitaire. C'est les uns, puis c'est la purge des uns, puis la purge des autres. Et alors tout le monde se dit ça ne me concerne pas, je m'en fous. Bah non, en fait. Si tu sais que tu es dans un système de purge, un jour ça te concernera. D'ailleurs, que tu sois ou pas, c'est que tu mérites ou pas cette purge, que tu mérites ou pas d'être rangé dans cette catégorie. Donc il faut s'insurger contre toutes les purges. Mais bon, le problème, c'est que souvent, ils se réveillent quand ils sont purgés eux-mêmes, trop tard. Guillaume Meurice, c'est le cas. On aurait aimé qu'il se réveille avant, le coco. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas... Mais en tout cas, on a compris que oui, il y avait un danger sur la liberté d'expression en général. Et je pense qu'elle a commencé même chez nous avant d'être dans les médias mainstream. Ou plutôt, je ne sais pas, en parallèle. Ou est-ce que les médias mainstream ont commencé aussi, avec CNews, à avoir un ton différent qui fait qu'il a fallu être recadré. Bon, je ne sais pas exactement comment analyser qui a commencé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les médias indépendants ont été très fortement censurés depuis longtemps. Sauf qu'ils ont vraiment de la ressource. Et je pense que la différence, c'est que nous, on a une puissance derrière nous d'écoute et une attente incroyable. Ce n'est pas le cas des mainstream. Et puis il n'existe pas encore l'Arcom n'a pas encore Internet ne fait pas encore partie du périmètre d'action de l'Arcom. Oui. Donc il faudrait étendre le périmètre de l'Arcom ou alors créer un espèce de gendarme de l'Internet. Oui, mais le gendarme de l'Internet, il existe. On voit bien Thierry Breton qui crée ce gendarme de l'Internet aujourd'hui au niveau européen. Donc en fait, ça, il va exister. YouTube a ses propres règles, je rappelle, qui était un gendarme énorme. Hein. À un moment donné, dès qu'on parlait de Covid ou vaccin, bon, là, j'ai dit le mot, j'espère que ça ne va pas nous faire sauter, mais à un moment donné, le mot apparaissait, on était censurés. D'ailleurs, une fois, nous, chez Berkoff, à Sud Radio, on avait reçu Alain Houpert, qui est sénateur, certes, qui a sa liberté d'expression, mais qui n'est pas vraiment pas un excité de quoi que ce soit. On s'est fait censurer, puis je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il a abordé ces questions vaccinales. Et voilà que la chaîne a reçu un avertissement de YouTube. Donc YouTube a ses propres règles, en plus des règles il y a du zèle sur le zèle, en plus des règles européennes. Et puis après, tout le monde peut rajouter. Donc ce qui est sûr, c'est que oui, ces arbitres-là existent déjà. Et pour revenir sur l'Arcom aujourd'hui peut condamner des chaînes numériques, mais si elles ont une existence en fréquence. Donc si CNews ou je ne sais pas qui fait une digression numérique et que sur sa chaîne, dans ce cas-là, ils font tout sauter. Ils peuvent tout faire sauter, ils peuvent menacer. Mais nous, on n'a pas d'existence en fréquence. Donc pour le moment, on n'est pas inquiété par l'Arcom. Donc je vous le dis aujourd'hui, suivez-nous, c'est nous qui allons résister à l'Arcom, au grand méchant Arcom. Alors justement, pourquoi est-ce que le public de Tocsin vient sur votre chaîne YouTube chaque matin et ne va pas chercher des informations, y compris d'ailleurs sur la matinale de CNews. Qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de Tocsin et le lien du coup avec son public ? Alors, pour répondre, c'est vrai, moi-même, je suis toujours étonnée par le succès en matinale. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui font la démarche de se connecter. En plus, sur YouTube, c'est pas très facile. En fait, ça bloque tout le reste. On ne peut pas faire d'autres choses en même temps sur son téléphone, notamment. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement une attente. Et là où j'étais très surprise, c'est par exemple après la dissolution, premier tour, second tour, on avait vraiment un monde de fous, on va dire, pour parler un peu trivialement, à la matinale qui nous attendait,
Parce que, alors là, vraiment, c'est la réponse à la question. Je pense que les gens cherchaient vraiment. En plus, on n'avait pas une tête d'affiche particulière, parce qu'évidemment, il y a des jours où on a des têtes d'affiche. On sait que ça va amener du monde, parce que les gens viennent chercher l'affiche. Mais quand on a du monde, alors qu'on n'a pas de tête d'affiche, ça veut dire qu'ils viennent chercher quoi? Le fond, l'analyse. Là, je crois que derrière cette dissolution, il y a eu beaucoup d'attentes pour tenter de comprendre ce qui se passe derrière les lignes, derrière ce qui est annoncé. Et je pense que c'est vraiment notre rôle, en tout cas, moi, c'est ce que je veux qu'on fasse. Est-ce qu'on le fait bien? J'espère, au mieux possible. C'est de répondre. En fait, on voit de plus en plus aujourd'hui, je trouve que le discours, on va dire mainstream, officiel, est tellement caricatural. On le voit aussi avec Joe Biden, et on a découvert sa sénilité. Bon, en fait, de lire à travers les lignes. On essaye de faire ça, de lire à travers les lignes et d'apporter une analyse différente. Et visiblement, il y a une attente dès le petit matin à 7h30, puis après, beaucoup plus évidemment après. Comment est-ce que tu vois, là c'est les départs en vacances, mais comment est-ce que tu vois la rentrée de Tocsin? Est-ce que vous avez des projets éditoriaux particuliers? Alors oui, bon, d'abord évidemment la matinale continue, plus fort, qui va mieux commencer parce qu'on a commencé, on avait pas mal de soucis techniques, etc. Maintenant l'idée c'est qu'on se professionnalise, donc que ce soit plus rythmé, on va revoir les jingles, voilà, donc ça c'est pour la matinale qu'elle soit, mais le rendez-vous reste à peu près le même, il n'y a pas de surprise, les mêmes horaires. Et, et puis on va essayer d'avoir Alors on a vu que la chronique des Tintins, notre chronique humour marchait très bien, donc on va essayer de renforcer cette partie humour. Humour, en fait, justement, on faisait un petit récap aujourd'hui, on se disait l'humour n'est plus à quotidien, mais il est chez nous dans cette espèce de transgression anticonformiste, justement. Parce que le quotidien est ultra conformiste. Ben voilà, maintenant, les nouveaux punks, c'est nous. Donc on va essayer de développer ça, cette émission un peu punk, drôle. Voilà. Et je pense que l'humour fait passer beaucoup de messages aussi. Donc on va renforcer la partie humour et on en a beaucoup besoin d'ailleurs aujourd'hui pour souffler aussi un coup avec tout ce qu'on nous envoie comme mauvaises ondes, c'est le cas de le dire. Donc cette partie-là. Et puis on aura, si ça marche aussi, une émission une fois par semaine du soir. Une grosse émission, une grosse interview. Là, ça reste la surprise pour le moment. On vous en reparlera à la rentrée, qui peut marcher très très fort. Merci Clémence. Chers abonnés d'Omerta, vous l'avez compris, Tocsin est un média d'utilité publique, et donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre cette matinale qui reprend en direct. Alors, on va reprendre. D'abord, on a une permanence tout au long de l'été pour suivre l'actualité avec Guy de Lafortelle, Valentin Schammer, moi-même, voilà, chacun avec son style. Donc, les interviews, on ne va pas abandonner la chaîne et on sera toujours avec vous. Et puis, on reprend évidemment à partir de la rentrée. Pré-rentrée, on aura une grosse interview par jour et rentrée scolaire pour faire la vraie rentrée de la matinale. Merci Clémence. Merci beaucoup, abonnez-vous Charles. à la chaîne YouTube de Tocsin et je vous dis à très bientôt. À bientôt.